Comme vous le savez tous, depuis le mois d'octobre, on assiste en Israël et en Palestine à une série d'accrochages qui sont présentés là, généralement par la presse comme des agressions ou des attaques ou des attentats commis par des Palestiniens armés de couteaux ou de tournevis ou d'objets pointus contre des Israéliens, et ces attaques ont déjà fait à peu près 10 morts. 17 morts exactement, d'après le compte de l'AFP. Ce qu'on oublie généralement de préciser, c'est que ces attaques révèlent aussi une agressivité de la part des gens qui passent dans la rue, de la police, et des quantités de gens armés qui circulent en Israël et en Palestine, je veux dire des Israéliens portant des armes, qui sont très nombreux, une réponse immédiate d'une extrême violence. Ces incidents ont déjà fait 17 morts israéliens, mais ils ont fait 130 morts parmi les Palestiniens depuis le début du mois d'octobre. La plupart du temps, les Palestiniens qui se livrent à ces attaques personnelles directes contre des Israéliens dans la rue, y compris avec leur voiture par exemple, en tentant de les écraser, sont des gens très très jeunes. C'est interprété en général, vous avez dû lire ça dans vos journaux, comme une sorte de forme de révolte nouvelle, que pour l'instant on ne sait pas très bien analyser. On va essayer de l'analyser ce soir avec nos deux invités. Donc à ma droite, je commence par Madame Esther Benbassa. Esther est née à Istanbul, elle a fait ses études supérieures à Tel Aviv et à Paris. Elle est sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. C'est bien du Val-de-Marne? Pour le moment, oui. Pour le moment. Elle est directrice d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire des Juifs et de l'histoire comparée des minorités. Elle a écrit de nombreux ouvrages, comme on dit, sur ces questions. Et sur le conflit, plus spécialement sur le conflit israélo-palestinien, elle a écrit notamment Être juif après Gaza, édition du CNRS en 2009. Et le dernier livre dont elle est l'auteur s'appelle Juifs et musulmans, retissons les liens, édition du CNRS 2015. Julien Salin, qui est à ma gauche, est docteur en sciences politiques, il est chercheur. Il a enseigné à l'université d'Auvergne à Paris 8 et à Paris 10. Toujours à Paris 8 ou à Paris 10 ? Paris 10. Ses recherches portent sur le mouvement social palestinien et sur les dynamiques politiques, économiques et sociales en Palestine. Il a publié de nombreux ouvrages, dont en particulier À la recherche de la Palestine, l'édition du Cygne en 2011, La Palestine d'Oslo, la bibliothèque de l'IREMO en 2014, le dernier paru est La Palestine des ONG, entre résistance et collaboration. Il y a quelques temps, Julien a écrit un papier sur son blog à propos de ce qui est en train de se passer, dans lequel il disait que ce à quoi on assiste, dont je parlais au début, ce n'est ni une troisième intifada, ni une simple juxtaposition d'incidents isolés, mais un véritable soulèvement qui a éclaté dans les territoires palestiniens depuis le début du mois d'octobre. Je propose qu'on discute de ça maintenant, et je vais commencer en donnant la parole à Esther. Je vous demanderai à chacun de parler à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, pour laisser à la salle le temps de poser toutes les questions dont elle aura envie. Voilà. Merci de m'avoir invité ce soir. Mes arguments ne seront pas nouveaux ni extraordinaires, mais quelque part on a une explication presque similaire avec Julien, même si lui il a théorisé davantage sur la question. Moi je suis d'accord sur le fait que j'ai fait plusieurs allers-retours ces derniers temps. Vous m'entendez pas? Je crie en plus. Les profs, ils crient. Bon. Bon, écoutez, je peux pas faire plus. Voilà. Je crie déjà pas mal. Les Israéliens de gauche, ceux qui restent, il n'y en a pas beaucoup actuellement, ils vous disent la même chose, à savoir que c'est une sorte de guérilla qui ne ressemble pas aux intifadas précédentes, que le mode d'opération est différent, ce n'est plus des kamikazes. Et puis les personnes qui sont
vous m'entendez pas? Si. Qui sont actuellement, disons, opérationnels, tous ces jeunes, ces enfants, etc. Nombre d'entre eux, même la plupart, sont issus de Jérusalem-Est ou de la Cisjordanie. Ils sont instruits. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas investis dans le militantisme, ils ne sont pas... il y a eu quelques cas minimes, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais très peu, de jeunes qui se réclamaient du Hamas. Alors c'est une nouvelle population née après Oslo, très jeune, qui effectue ces actes violents et parfois meurtriers. Et bon, dans une ambiance où Israël est devenu progressivement d'extrême droite, cela tout le monde le sait, mais aussi ce que mes amis de gauche en Israël reprochent au gouvernement en particulier, c'est d'avoir rendu Israël un État de non-droit. À savoir qu'aujourd'hui, quiconque a une arme peut, un Israélien qui a... D'ailleurs, on a vu qu'il y avait la queue devant les magasins qui vendaient des armes, peut se procurer une arme et aller jusqu'à tuer des gens soupçonnés d'être des candidats aux attaques ou même de blesser encore plus ou de passer avec une voiture par-dessus des jeunes Palestiniens qui avaient commis des attaques au couteau, au ciseau, etc., jusqu'à les tuer, faisant la loi eux-mêmes, ce qui est tout à fait nouveau. On se fait la loi soi-même sans passer par un tribunal ou même la police, ce qui crée une situation de panique sur place parce que les Israéliens se réveillent aussi lentement, ils ne sont pas nombreux, mais en se disant jusqu'où on va aller dans cette façon de traiter le problème, à savoir une sorte de confrontation qui devient quasi naturelle pour nombre d'Israéliens qui s'étaient droitisés depuis très longtemps. C'est vrai que, bien sûr, les raisons sont connues. Bon, je vais faire que les répéter, mais néanmoins, ce sont des jeunes desperados, totalement désespérés. Et on le voyait bien, j'ai fait une mission récemment en Palestine. C'est des jeunes qui sont désespérés, qui en ont assez des pourparlers avec l'OLP, entre Israël et les Palestiniens, enfin surtout Abbas, n'est-ce pas, qui méprisent Mahmoud Abbas, qui en ont marre que les choses ne bougent pas, d'un gouvernement qui ne fait que se droitiser et qui rend une éventuelle paix impossible, puisque tant qu'il y avait le mur et qu'il n'y avait pas d'attaque, il faut dire que les Israéliens avaient oublié qu'il existait des Palestiniens. Hein? On entendait, oh oui, les Palestiniens, tu sais, ils sont loin... puis lentement, on a oublié qu'ils existaient. Et aujourd'hui, c'est une sorte de boomerang
puisque, hélas, par ces attaques, ces jeunes Palestiniens désespérés se rappellent au souvenir des Israéliens qui les avaient oubliés depuis longtemps. Les raisons, on peut ajouter, n'est-ce pas, l'encerclement des villages autour de Jérusalem, l'état de délabrement dans lequel se trouvent des quartiers à Jérusalem. Moi, j'ai visité des quartiers, les égouts sont à ciel ouvert, les détritus devant les portes. On voit des enfants qui ne vont pas à l'école à des heures, je sais pas, on est resté plusieurs jours, à des heures où normalement ils fréquentent l'école. Et puis les gens se plaignent et les Palestiniens de Jérusalem, ils payent leurs impôts à la ville de Jérusalem, mais ils n'ont pas le service public. La poste passe rarement dans ces quartiers. Le téléphone, lorsqu'il ne marche pas, personne ne vient réparer. Enfin, quand on voit vraiment l'état de la ville, c'est impressionnant et on comprend mieux ce désespoir. Et quand on l'explique aux Israéliens, c'est impossible de leur faire imaginer même ce qui se passe. Et en Cisjordanie aussi, mais moi j'ai été vraiment très impressionnée par ce qui se passait à Jérusalem et je me disais comment les gens supportent ça dans le silence, sans compter la colonisation agressive et quand même qui est très arrogante. C'est parfois, on n'arrive plus à reconnaître les alentours de Jérusalem. Moi, j'ai grandi là-bas, parfois, sur l'autoroute, d'une année sur l'autre, les villes repoussent, s'agrandissent, s'élargissent, et on a de plus en plus de bâtiments hauts, et il y a une sorte de puissance qui est à mon modeste avis, d'une grande arrogance. Et l'arrogance est architecturale aussi. Et puis l'encerclement, on le voit, on n'a pas besoin de regarder une carte de géographie, c'est en circulant aussi bien en Cisjordanie qu'aux alentours de Jérusalem, tout cela n'est un mystère pour personne. Sauf que les Israéliens ne peuvent pas se rendre en Cisjordanie. Les quartiers qui sont habités majoritairement par des Palestiniens, ils ne les visitent pas parce qu'ils ont peur. Avant, les Israéliens allaient au bazar, par exemple. Maintenant, les gens contournent... les Juifs contournent le bazar, les Palestiniens contournent les quartiers habités par des Juifs, ainsi de suite. Puis, il faut aussi parler des exactions au quotidien qu'on voit à œil nu. La Cisjordanie, par exemple, quand on passe de Ramallah à Jérusalem, les gens parfois attendent sous le soleil pendant des heures. C'est inhumain, puis cette humiliation, c'est pas nouveau, mais je comprends que des jeunes générations qui ont étudié, qui sont instruites, comme je l'ai dit, ce qui est assez nouveau. J'ai été plusieurs fois à l'université Al-Quds. C'est vrai qu'il y a toute une génération qui est sortie de ces universités et qui est totalement dans le désespoir. Mais la spécificité dans cette guérilla, ce sont des questionnements. Moi, je n'ai pas de réponse et je n'arrive pas à expliquer très bien, à part ces éléments qui sont un peu impressionnistes. Et ce qui interpelle aussi, là, le chercheur que je suis, c'est que ce nouveau terrorisme est individuel. Et c'est
un nouveau mode. C'est vrai que les kamikazes se faisaient sauter, mais là on voit, je sais pas, enfin moi je n'ai pas assisté, mais ce qu'on me raconte et ce que je lis, c'est quand même des jeunes gens, ils peuvent avoir 13 ans, 14 ans ou plus. C'est la voiture bélier, c'est le couteau, les ciseaux, etc. Donc, un mode opérationnel individualisé. Et puis, on a changé d'arme. C'est un terrorisme ou des attaques qui agissent avec une arme simple, comme le couteau, etc. Mais c'est quand même très lié aussi à disons, à cette spontanéité. On ne prend plus des kalachnikovs, plus des bombes. C'est avec ce qu'on a entre les mains qu'on agit. Puis les enfants et les jeunes qui jetaient des pierres, maintenant ces ados, d'autres ados, attaquent avec ces outils du quotidien. Et c'est pour cela que je reviens et je vais finir. On est dans le contexte de la guérilla urbaine, avec des Israéliens, pour résumer, qui font leur propre justice, et se met en place une sorte, enfin on peut donner un autre nom, mais ça ressemble pas mal aux guérillas telles qu'on nous les décrivait dans les livres ou dans la presse pour ceux qui sont plus âgés. Les Israéliens aussi sont dans ces Israéliens droitisés, mais peu politisés, sont également des victimes aveugles. Il ne faut pas non plus penser que dans la guérilla, même si une partie, enfin ceux qui s'attaquent contre le colon, mais les colons, les colons de leur âge, d'abord n'ont pas connu la colonisation. Moi, je ne parle pas de ceux qui vont coloniser Jérusalem, Hébron, etc. Ou d'ailleurs, le cas de Hébron est encore plus significatif quand on voit. Moi, je suis restée 2 jours, mais c'est impossible. La nuit, vous passez le jour, vous avez des oliviers. Le lendemain, on les a déterrés. Parce qu'on joue sur l'idée de la jachère. Plus, à partir d'un certain nombre de mois, enfin 1 an à peu près, il y a la loi sur la jachère, à savoir que ces terrains pourront appartenir aux colons, parce qu'ils ne sont plus cultivés. Enfin, on a assisté aussi avec des associations, enfin, à tout ce qui se passe et aux confrontations entre les colons et les Palestiniens. Donc, une vie quotidienne compliquée qui se radicalise des 2 côtés d'ailleurs, et éloigne toute perspective de paix. Quand on regarde aujourd'hui tous ces discours sur l'intervention en Syrie, je suis souvent étonnée par un peu l'ignorance ou l'ignorance feinte de nos dirigeants, pensant que la question de la Syrie se réglera, ainsi que la question du Daesh se régleront uniquement par des bombardements, sans prendre en considération toute cette problématique du Moyen-Orient, dont la question, enfin le Daesh y est lié, le non-règlement du conflit israélo-palestinien et le non-investissement des Européens pour la création d'un État kurde qui aurait été, et j'ai dû dépasser mon temps, oui, mais je finis, qui aurait dû être créé au plus vite. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, la question israélo-palestinienne rentre dans l'ensemble d'une situation géopolitique dans la région, et que le conflit israélo-palestinien renforce aussi l'idéologie, je ne dis pas Daesh, mais l'idéologie de Daesh dans
son appréhension de l'Occident, teintée d'ailleurs d'antisémitisme. Et je crois qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne sont pas prêts à intervenir au niveau pour le règlement de la question israélo-palestinien, pensant que c'est moins important que ce qui se passe en Syrie et en Irak, ce qui est probablement encore une erreur d'appréciation. Merci. Et excusez-moi. Merci. Ça ira. Merci, ça ira. Maintenant, je vais demander à Julien ce qu'il pense, quelle est son analyse de ce qu'on décrit, de ce qu'on voit depuis octobre, comment il le décrit, et pourquoi il estime qu'il s'agit d'un nouveau soulèvement. Il, c'est qui? C'est lui. Ah. Oui, bonsoir. Non, mais pour commencer, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi. Et moi, à la question pourquoi, je réponds toujours pourquoi pas, en fait. Et c'est plutôt l'inverse qui serait finalement étonnant. C'est qu'une population continue de tolérer éternellement une situation aussi injuste, discriminatoire, oppressive. Et finalement, le fait qu'on se demande pourquoi, je dis pas ici, mais de manière un peu plus générale dans les médias mainstream, etc., c'est l'expression de l'ignorance de ce qui se passe entre deux séquences un peu violentes. C'est-à-dire c'est l'impression que finalement, entre ces séquences-là, globalement, ça va, quoi. Alors que non. Non, pas du tout, parce que tout ce que tu décris, c'est tout le temps. C'est pas juste dans les moments où il y a des attaques qui sont commises par des jeunes Palestiniens. Les expropriations, la colonisation, la construction du mur, l'abandon de zones entières, la répression, parce que on peut faire la liste, mais depuis le début de l'année, c'est encore des milliers de personnes qui sont passées par les prisons israéliennes, alors parfois pour 48 heures, parfois pour une semaine, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a un processus continu de dépossession des Palestiniens et de répression de tous ceux qui tentent de s'opposer à la dépossession. Sachant que le pari qui est fait, c'est que ce processus de dépossession peut se poursuivre tant qu'on maintient, disons, un niveau d'acceptation possible au sein de la population palestinienne, c'est-à-dire par l'argent international. Voilà, on distribue de l'argent, donc on essaie de calmer un peu les gens. Ça permet à l'autorité palestinienne de créer des emplois plus ou moins fictifs, mais au moins de salarier des gens, par l'aide internationale, la redistribution d'aide alimentaire, etc., avec la menace toujours qui pèse que si vous vous soulevez, par contre, ces choses-là n'arriveront plus. On suspend les aides à l'autorité palestinienne, on suspend ceci, on suspend cela. Donc finalement, le processus général, c'est dépossession, achat du consentement et répression quand ça suffit pas, quoi. Voilà. Sauf que c'est un édifice qui est en place globalement depuis 93-94, avec l'entrée dans ce qu'on a appelé le processus de paix, qui, quelles que soient les illusions ou les espoirs que certains ont pu avoir à l'époque, y compris dans le camp palestinien, a été un processus non pas de mise... Enfin, non pas un processus allant vers la fin de l'occupation, mais un processus de réorganisation de l'occupation israélienne qui a poursuivi, l'État d'Israël a poursuivi l'extension de son emprise sur la Palestine, tout en se déchargeant de la gestion directe d'une partie des zones palestiniennes. Donc on est dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, c'est normal que par moment, il y ait des gens qui se soulèvent, quoi. C'était déjà arrivé en septembre 2000, où il y avait... voilà, l'expression d'un ras-le-bol dans la population palestinienne de ce qui était en train de se passer. Et finalement, ça arrive de nouveau. Sauf que ça se passe pas de la même façon. Ça se passe pas de la même façon. Et moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai envie d'insister. C'est sur le pourquoi ça se passe pas de la même façon. Parce que ça nous dit des choses sur l'occupation israélienne, sur tous les mécanismes à l'œuvre, mais ça nous dit aussi des choses sur les évolutions de la société palestinienne depuis 20 ans. Et notamment, alors c'est pas pour... faire la promo, mais moi dans le dernier bouquin que j'ai fait sur les ONG, il y a tout un travail en fait que j'ai essayé de faire sur essayer d'expliquer par le prisme des ONG les processus de dépolitisation dans la société palestinienne et d'individualisation des comportements, parce que processus d'individualisation finalement des rapports aux politiques.
Et l'exemple des ONG là-dessus est très intéressant, des structures qui dans les années 70-80 servaient à organiser les gens pour qu'ils sur une base sectorielle, ça pouvait être les agriculteurs, des ONG de femmes, des ONG, etc., de santé ou autres, mais on organisait les gens pour qu'ils prennent en charge collectivement non seulement l'amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes, mais en inscrivant ça dans la lutte de libération nationale. 20 ans plus tard, on a des structures qui ressemblent à des administrations. C'est-à-dire les ONG sont devenus des prestataires de services. On vient, on va demander un service et vous présentez un dossier, on vous dit bah oui, on peut peut-être vous aider, on peut peut-être pas vous aider, mais on a abandonné toutes ces logiques finalement d'association collective de la population et de prise en charge, d'autonomie dans la construction du rapport de force contre Israël. Et finalement, ce qui est en train d'être révélé entre guillemets par le type de soulèvement, je reviendrai sur le mot, auquel on assiste là, c'est la faiblesse des cadres organisés, la faiblesse des structures collectives, la faiblesse des forces politiques qu'on n'entend pas, qui disent rien, qui courent après l'actualité, qui voilà, ils sont comme nous en fait, ils lisent la presse pour apprendre ce qui se passe quoi. Et en fonction de ce qu'ils lisent dans la presse, ils disent ça doit continuer ou ils disent bon il est temps de négocier, mais ils ne maîtrisent absolument rien, aucune force politique. Ne maîtrise quoi que ce soit dans ce qui est en train de se passer, et surtout aucune force politique n'a la capacité soit de donner des perspectives, soit d'encadrer, compris dans un sens négatif, c'est-à-dire de dire aux jeunes bon rentrez chez vous maintenant. Contrairement à ce qui avait pu se passer justement dans les années 2001, 2002, 2003, où il y avait eu un soulèvement qui avait été accompagné par l'ensemble des forces politiques, et à un moment donné, une partie du champ politique palestinien avait dit bon, maintenant il est temps de poser les colts pour essayer de négocier. Aujourd'hui, personne ne peut faire ça parce que tout simplement, plus personne ne structure suffisamment la société palestinienne pour pouvoir pousser entre guillemets dans un sens ou dans l'autre. Mais dire ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la société palestinienne un sentiment collectif de frustration, d'humiliation, d'indignation, voilà, et qu'ils cherchent par divers moyens à s'exprimer. Voilà. Sauf que depuis ces dernières années, on n'avait pas beaucoup vu comment ça s'exprimait. Et bien là, comme bien souvent dans l'histoire palestinienne, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui déboulent, quoi. Il suffit de regarder l'histoire un peu du mouvement national palestinien, de la question palestinienne. Voilà, il y a des séquences générationnelles qui sont marquées. Il y a eu la génération de 48 qui avait été expulsée et qui a constitué les cellules de guérilla du milieu des années 60 et qui prend la direction de l'OLP à la fin des années 60. Il y a eu la génération qui a subi l'occupation de 67 qui sera celle qui préparera l'intifada de 87. Il y a eu la génération qui a finalement découvert la politique pendant le processus d'Oslo ou en prison et qui s'est soulevée en septembre 2000. Et ben là on a cette génération qui est née après Oslo, qui ne connaît pas le processus d'Oslo comme étant autre chose qu'une situation d'occupation. Parce que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ces jeunes vivent sous occupation et se vivent comme étant sous occupation. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il existe une autonomie politique palestinienne, des institutions palestiniennes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire ils ont connu le champ politique palestinien divisé, les gouvernements qui ne gouvernent pas, le président qui est plus élu, le parlement qui ne se réunit pas, toutes ces choses-là. Ils voient la police et les forces armées israéliennes qui patrouillent dans les soi-disant zones autonomes palestiniennes toute la journée. Ils voient toutes ces choses-là. Donc ils vivent sous occupation. Et ils se soulèvent contre cette occupation, de fait. Et les structures qui, pour la génération de septembre 2000, qui avait pu considérer que l'autorité palestinienne pouvait être un point d'appui finalement dans le soulèvement, ces structures-là aujourd'hui pour les jeunes palestiniens ne veulent rien dire, surtout à Jérusalem. Et c'est pas un hasard finalement si ça vient de Jérusalem, c'est qu'à Jérusalem l'autorité palestinienne n'intervient pas. Elle n'est pas présente à Jérusalem. À Jérusalem, les Palestiniens sont directement confrontés aux autorités israéliennes et finalement il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Il n'y a aucun intermédiaire et finalement il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas d'amortisseurs entre guillemets que peuvent être par moment les structures de l'autorité. C'est-à-dire on va filer un peu plus de fric à l'autorité palestinienne qui va pouvoir redistribuer un peu plus d'argent. Voilà, à Jérusalem il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, et donc on est dans une situation qui est
enfin, 85% des jeunes de moins de 18 ans vivent sous le seuil de pauvreté, par exemple, à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est quasiment les mêmes chiffres qu'à Gaza. Et c'est un truc qu'on sous-estimait beaucoup, moi je trouve, y compris dans les milieux de la solidarité avec la Palestine, de ne pas se rendre compte qu'il y avait Gaza. Bon, alors Gaza, on sait. Voilà, c'est une prison, et de temps en temps, de manière cyclique aussi, les gens dans la prison, ils essaient de se faire entendre. Il y avait la Cisjordanie, où il y avait eu un soulèvement dans les années 2000-2003, et une espèce de normalisation des choses, notamment via le fric venu de l'étranger. Mais il y a Jérusalem aussi. Et Jérusalem, c'est un pôle d'instabilité. De même qu'il y a les Palestiniens d'Israël. Ça, c'est encore un autre pôle d'instabilité qu'on va voir de plus en plus, par ailleurs, s'exprimer, je pense, dans les mois qui viennent, étant donné ce qui se passe dans la société israélienne. C'est que tôt ou tard, il va y avoir, et il y a déjà eu, par ailleurs, plus que des incidents, on va dire, au sein de l'État Israël. Voilà, il y a des incidents, attaques au couteau, etc., qui sont le fait de Palestiniens d'Israël, ou de résidents de Jérusalem qui sont allés à Nazareth, etc. Et donc, finalement, on est dans cette situation où, pourquoi pas, l'occupation perdure, la dépossession perdure, etc. Deux, ceux qui expriment finalement cette colère, ce ras-le-bol, sont des jeunes, et c'est pour des raisons classiques. Il n'y a pas que dans ce pays-là ou dans cette région-là qu'on sait qu'il y a des cycles de génération et que par moment, il y a des jeunes, et comme ils ont beaucoup moins de choses à perdre, etc., ils sont prêts à prendre plus de risques finalement que les générations plus âgées. Donc bon, il y a cette dimension-là. Et le troisième et dernier point, c'est où ça va, quoi. Parce que il y a eu plus de 130 morts, il y a eu côté palestinien. Il faut se rendre compte qu'une bonne partie sont des gens qui se font tuer sur des manifs en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il y a les actions qui sont menées à Jérusalem ou en Israël. Alors je sais pas... C'est vrai que le mot kamikaze est connoté attentat suicide, mais c'est des opérations suicides. C'est-à-dire que tu sais très bien quand tu as 15 ans à Jérusalem que si tu sors ton couteau et que tu vas planter un soldat qui est au milieu de 4 de ses collègues, t'en reviendras pas. Il suffit de voir les images et la façon dont les gens réagissent pour savoir que les mômes qui font ça, ils savent que ils risquent quand même d'y passer à 95%, quoi. Voilà, les chiffres le prouvent. Il y a 10 fois plus de morts que... bref. Donc il y a finalement cette dimension quand même suicide, quoi, qui est bien présente. Et où ça nous mène, il y a le côté tragique de tout ça, mais il y a aussi le côté, c'est horrible de le dire comme ça, mais y compris j'ai perdu des amis là dans les dernières semaines. Il y a le côté aussi finalement positif que s'exprime et se fasse entendre de nouveau, entre guillemets, y compris sur la scène internationale, le fait que non, la situation n'est pas normale. Voilà, non, la situation n'est pas normale. Et c'est ce que font entendre ces jeunes. Alors après, le fait de faire entendre que la situation n'est pas normale, moi je suis de ceux qui considèrent que, en général, c'est pas ceux qui sont dans la situation d'opprimés, discriminés, etc., qui choisissent les moyens par lesquels ils vont faire entendre que la situation n'est pas normale. Moi j'ai eu l'occasion de discuter, par exemple, avec des jeunes qui lançaient des roquettes depuis la bande de Gaza, en disant mais les gars, 95 fois sur 100 votre truc il tombe en plein milieu du désert et vous tuez jamais des soldats, ça tombe toujours sur des maisons avec des gens, etc. Pourquoi vous continuez? Et la réponse c'était quand est-ce que vous parlez de Gaza en Occident? Quand on tire des roquettes. Sinon le reste de l'année vous en parlez jamais. Donc finalement comme ça au moins on se fait entendre. Alors c'est dur à entendre, sauf qu'au bout d'un moment c'est assez... Tu regardes la presse internationale et tu dis ils ont pas tort. Ils n'ont pas tort, parce qu'ils regardent la télé, parce qu'ils sont connectés sur Internet, et ils voient quand est-ce qu'on parle d'eux. Ils savent qu'en ce moment on parle d'eux, par exemple. Donc il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent. Donc il y a le côté très négatif qui est... ça exprime quelque chose de... une société qui est très déstructurée, dépolitisée, des réflexes très individuels. Et le fait, on nous a demandé au début du mois d'octobre, est-ce que c'est la 3e intifada? Non, bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de société prête derrière à soutenir. Mais moi je continue de parler de soulèvement parce que c'est l'expression de la part de toute une génération du refus
que la situation perdure. Et d'exprimer que non, ils n'accepteront pas. Et je vais conclure avec ça, c'est un triple message qui est lancé. Il y a un message qui est lancé à l'État d'Israël, qui est de dire non, on ne se soumettra pas. Non, on ne se soumettra pas. Voilà. Et on est prêt à mourir. On est prêt à mourir, mais on ne se soumettra pas. Et on est prêt à mourir pour vous infliger des pertes. Il faut pas sous-estimer ce côté-là. C'est-à-dire, on vous inflige des pertes, on vous fait peur, on vous terrorise. Vous ne vivrez pas en sécurité tant que nous vivrons dans une situation aussi désespérante, etc. Il y a un message qui est adressé au pays, à la communauté internationale, comme on nous raconte, qui est le message consistant à dire la situation ne se stabilisera pas dans les territoires palestiniens et il n'y a pas de solution actuellement qui va dans le bon sens et la société palestinienne est toujours là et est toujours prête à se faire entendre. Et il y a aussi, c'est peut-être ça dont enfin moi c'est là-dessus que je travaille le plus, mais il y a aussi un message qui est adressé au reste de la société palestinienne de la part de la jeunesse qui est de dire tout simplement au champ politique palestinien vous ne nous représentez plus, on se reconnaît plus dans ce que vous proposez, voilà, on n'y croit pas. On n'y croit plus, on ne croit pas à vos consignes, on ne croit pas à vos demandes, on ne croit pas à toutes ces choses-là. Aussi vis-à-vis de certains secteurs de la société palestinienne qui finalement bénéficient du fait que la situation soit plus ou moins stabilisée. C'est-à-dire, vous travaillez dans l'administration palestinienne, vous travaillez pour une ONG, vous travaillez dans les services de sécurité palestiniens, etc. etc. Bon, bah finalement, bon an, mal an, ces dernières années, ça a été pour vous. C'est terrible à dire, hein, mais y compris c'est vécu comme ça par une partie des jeunes Palestiniens, qui est de dire, bah oui, mais nous, on n'a pas de situation. Nous, on n'a pas de situation et on n'a pas d'avenir. Donc il y a aussi un message qui est adressé à ces secteurs-là de la société palestinienne. Et puis, je l'espère, un message qui peut être entendu par les courants militants, indépendants, un peu autonomes, etc., qui existent encore en Palestine, des trucs locaux, des trucs, etc., qui est de dire, bon, quand est-ce qu'on reconstruit quelque chose, quoi. Voilà, parce que ça faisait des années qu'on disait il y a une crise de projet, il y a une crise de leadership, il y a la crise d'Oslo, la crise de l'autorité palestinienne, etc. Ce qui est en train de se passer en ce moment est peut-être quelque chose qui peut accélérer la crise. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que plus la situation perdurera telle qu'elle perdure depuis une dizaine d'années, et plus le rapport de force sera défavorable pour les Palestiniens. Merci. Avant de passer la parole à la salle pour les questions, j'ai deux questions pour vous deux. La première, c'est pour faire suivre ce que tu viens de dire en finissant, c'est est-ce qu'on peut imaginer que l'autorité palestinienne ou des responsables palestiniens sont capables de se rendre compte de l'ampleur de ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui peut se passer dans la société palestinienne, parce que ces jeunes sont aussi représentatifs d'une partie de la société qui est assez active. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette société à la suite de ça? Qu'est-ce que ça peut induire qui soit durable, disons? Et la deuxième question, qui est plutôt dirigée vers Esther, c'est que là j'ai sous les yeux une dépêche de l'AFP qui raconte que l'ambassadrice la ministre suédoise des Affaires étrangères a protesté contre ce qu'elle voyait se dérouler en Israël en disant qu'elle était indignée par les attaques, mais aussi qu'elle était indignée par le type de réponse qui était apportée par les Israéliens. Elle soulignait que la réponse devait être toujours disproportionnée et elle trouvait scandaleux d'assister à des exécutions extrajudiciaires. À quoi le gouvernement israélien a répondu qu'elle était une complice du terrorisme. Alors, la question que je voudrais poser à Esther, c'est jusqu'à quand faudra-t-il continuer comme ça pour que le gouvernement israélien comprenne que quelque chose se passe sous l'autorité qu'il a? Lequel des deux veut commencer? J'ai parlé de ça, je crois, déjà. On est en train dans un état de non-droit. C'est ça. Et ce qui est inquiétant, c'est que les gens trouvent ça normal en Israël. Si c'était le contraire, on se dirait il y a un message. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien. Mais je dirais le message n'est pas reçu. Hein. Le message est envoyé, mais il n'est pas reçu.
Hein, ils se disent, voilà, ces méchants Palestiniens qui nous attaquent. Nous, on fait notre propre justice. D'ailleurs, on l'a fait aussi contre un Érythréen ou tous ceux qui ont un peu l'air pas local. Et voilà. Mais la réponse d'Israël concernant la remarque de la ministre, et c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais en plus, ça a créé, moi je parle du côté israélien que je connais un peu mieux, maintenant c'est aussi toute une société qui était déjà droitisée, mais qui maintenant le manifeste. Et quand tu es, par exemple, mes amis me racontent, voilà, ils rentrent dans une épicerie, s'ils sont un peu habillés bohème, etc., on dit immédiatement, tu es d'extrême gauche, tu soutiens les Palestiniens. Donc le message arrivé en Israël, enfin aux Israéliens, est totalement négatif. Et voilà, ils veulent nous tuer, c'est l'ancien credo qu'on connaît, voilà, ils vont nous tuer jusqu'au dernier, etc. Tout ce qui avait été mis en place déjà à l'époque de Begin, etc. Mais moi, la réponse est difficile, mais en même temps, au niveau du message, je poserai une question à Julien. Pourquoi maintenant ces attaques de nouveau et pas il y a 2 ans? La situation était aussi désespérée et le personnel politique était aussi corrompu. Ils parlaient la même langue de bois. Je les ai entendus parler la langue de bois. Ils répondent à rien. Tout va mal, mais oui, bon, il y aura peut-être la paix, enfin, des gens totalement inopérationnels, enfin, ceux que moi j'ai rencontrés. Toutefois, pourquoi maintenant? Alors, il y a peut-être une raison. Et si ces jeunes attaquent aujourd'hui, c'est pas pour envoyer un message, peut-être, mais seulement pour dire que la société israélienne et le gouvernement israélien se droitise à tel point que rien ne peut plus bouger. Donc c'est un acte, on ne va pas se tuer uniquement pour envoyer un message, me semble-t-il. On se tue aussi parce que on ne peut plus. Parce qu'on sait que rien ne changera. Enfin, c'est une explication, mais le mode opérationnel de ceux qui font les attaques montre qu'on attend, comme tu l'as dit, ils n'attendent plus rien de la société palestinienne non plus. Il y a les deux, c'est un double désespoir, me semble-t-il. Mais bon, écoutez, on ne trouvera pas de réponse ce soir, c'est des pistes et des interprétations et des réflexions, mais peut-être qu'il y a des mobiles beaucoup plus profonds et encore plus désespérants qui font que les gens, et surtout la jeunesse, c'est leur âge. Les Israéliens un peu intelligents et qui ne sont pas complètement idéologisés par le gouvernement Netanyahou se disent pourquoi ces jeunes ? C'est ce qui attire le plus, disons, la réflexion en Israël. Pourquoi ces jeunes? Alors, je me dis que peut-être c'est là qu'il y aura un questionnement des Israéliens. Quand c'est des jeunes adultes, ils se disent, mais oui, ils sont formés au terrorisme dans les prisons, et puis l'université, c'est un haut lieu d'idéologisation, etc. Et puis, n'oublions pas, on l'a déjà dit, ces jeunes n'appartiennent pas à des mouvements. C'est une des questions, comment se fait-il que ces gens, tout seuls, arrivent jusqu'à des actes aussi forts, sachant qu'ils vont être tués, sans avoir une organisation derrière, et sans idéologie souvent. Parce qu'avant, quand même, il y avait tout un réseau, des mouvements terroristes qui soutenaient. Il y avait une structure quand même. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot peut-être qui n'est pas juste, mais c'était des kamikazes qui opéraient sous le mode quand même connu de se faire, je sais pas, de tuer, de se faire tuer. C'est peut-être la même chose, mais le mode n'était pas le même.
Alors voilà, c'est que des questions. Moi, je propose que Juliette réponde à cette question et aussi à la mienne tout à l'heure. À la première. Non, mais bon, moi, je n'ai pas, j'ai pas été là. J'y vais normalement la semaine prochaine, enfin, au moins jusqu'à Tel Aviv pour la suite. Mais je vais, voilà. Oui, mais c'est pas clandestin, voilà. Donc, j'en saurai plus à ce moment-là et je veux pas m'avancer. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que si ces jeunes qui prennent des couteaux, qui prennent, etc., évoluaient dans une société dans laquelle il y a des organisations politiques légitimes, il y a la possibilité d'avoir des armes, il y a la possibilité de ceci, cela, ils le feraient. Sauf qu'ils en sont là parce que malgré tout, pour se procurer des armes, pour se procurer une ceinture d'explosifs, pour se procurer ceci ou cela, il faut qu'il y ait des structures. Sauf que ces structures ont été détruites et délégitimées. Mais moi, je ne suis pas certain que un jeune ou une jeune qui aujourd'hui prend un tournevis ou des ciseaux, s'il pouvait prendre une ceinture d'explosifs, il ne prendrait pas une ceinture d'explosifs. Voilà, pour le dire très clairement. Je pense qu'il la prendrait. Et quand je dis quand je dis message, c'est toujours à double tranchant. Mais moi, j'ai eu l'occasion de discuter, mais pour le coup, c'était il y a plus longtemps, avec un jeune, justement, palestinien, qui bon, voilà, bref, on s'en fout, qui, à un moment, au cours d'une conversation, m'explique, et c'était pas de la provoque, me dit que lui, il s'imaginait, à court terme, aller faire un attentat suicide en Israël. Voilà, et moi, on discute. Je me dis, mais pourquoi etc. Et il y a ce côté, c'est pas juste, il n'y a plus d'avenir, donc je préfère mourir, mais c'est au moins que ma mort serve à quelque chose. Moi, c'est ça qu'il m'avait dit. Il m'a dit, de toute façon, je vais mourir, je préfère mourir en leur infligeant des pertes que de mourir avec le toit de ma maison qui me tombe dessus. Voilà, donc c'est de dire, il y a un sens politique à ce que je fais, et alors, le message est peut-être pas reçu, ça je comprends bien, mais pour moi le message entre guillemets va pas plus loin que tant que on vivra dans des conditions aussi indignes, vous ne pourrez pas vivre en sécurité, qui est un truc qu'on peut comprendre, même si les faits, quand je dis c'est à double tranchant, c'est qu'effectivement ça peut pousser vers la radicalisation, mais il faut se dire que ces jeunes arrivent après de multiples séquences de l'histoire de la lutte de libération palestinienne, de multiples tentatives de faire la guérilla, les négociations, les trucs non violents, les trucs juridiques, on va devant la haute cour de justice israélienne, on fait des manifs pacifiques, on fait ceci, on fait cela, enfin on essaye plein de choses pour se faire entendre, et tout le monde s'en fout. Donc que par moment il y ait la tentation de passer dans l'acte violent spectaculaire, moi je le comprends. Je le défends pas, je dis pas c'est bien, mais quand tu vois que entre guillemets on a tout essayé et rien ne fonctionne et la situation est de pire en pire, et moi là, tout le truc de dire que finalement les violences palestiniennes conduiraient à une radicalisation de la société israélienne. Je pense que la société israélienne n'a pas besoin de violences palestiniennes pour se radicaliser, quoi. Voilà, elle est déjà radicalisée et finalement, bon, ça s'inscrit là-dedans. Mais bon, moi, j'ai pas d'éléments concrets, matériels pour le prouver. Mais moi, mon hypothèse, c'est celle-ci. C'est que on a l'expression dans les conditions actuelles d'une colère et d'une indignation qui s'est déjà exprimée par le passé dans d'autres générations, dans les conditions de l'époque. Voilà, et que là, le canal actuel, c'est celui-ci. C'est effectivement le truc individuel, pas organisé, soutenu par des factions politiques, mais avec une détermination. Et moi, c'est ça qui me frappe aussi sur les vidéos qu'on voit, c'est la détermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation dans le geste, on le voit. Et moi je pense notamment à une vidéo qui a été tournée à Jérusalem où c'est des jeunes qui sont contre un mur en train de se faire contrôler par l'armée israélienne. Donc, et d'un coup il y en a un, il sort du rang avec un couteau et il se jette sur un soldat et bon, il se fait abattre, quoi. Mais il y a
il y a ce côté déterminé qui, moi, me fait me dire, c'est pas accidentel, c'est pas quelques gens comme ça. Et là-dessus, non, mais je pense qu'on est d'accord, mais autant le dire, c'est pas quelques gens comme ça, mais c'est l'expression qu'il y a un ras-le-bol qui est pas juste du désespoir, qui est aussi un moment l'expression d'une action politique, quoi. Et sur la question sur l'autorité et le reste de la société palestinienne, moi, ce qui me frappe, mais finalement, je suis presque surpris d'être surpris, mais c'est le silence total de la direction de l'autorité palestinienne depuis le 1er octobre. C'est-à-dire, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Et finalement, c'est peut-être le mieux qu'ils puissent faire. Parce que si ils disaient on soutient ce qui se passe, ah bah alors là, une fois de plus, tout le monde leur tomberait dessus au niveau international en disant bah vous voyez bien, ils sont pour la violence, ceci, cela, et donc ils prendraient le risque de perdre les petites gratifications matérielles et symboliques qu'on daigne encore bien leur attribuer de temps en temps. Mais si dans l'autre sens, entre guillemets, ils voulaient se poser comme appelant au calme, je pense qu'au bout d'un moment, c'est eux qui vont prendre des coups de couteau, quoi. Voilà, pour le dire clairement. Et moi, je me demandais, et il y a quand même une réponse, je me demandais comment la police palestinienne allait réagir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, notamment c'était pendant les bombardements sur Gaza en 2008-2009, la police palestinienne avait empêché les Palestiniens de manifester en Cisjordanie. Ils avaient contenu les manifs, ils les avaient réprimés, etc. Là, la police palestinienne ne fait rien. Elle laisse. Parce qu'il y a des manifestations en Cisjordanie. Elle laisse faire. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même plus, finalement, soit suffisamment de troupes dépolitisées, parce que les flics aussi sont dépolitisés, pour les envoyer en disant il faut aller briser cette manif. Ils le faisaient il y a quelques années. Là, ils le font plus. Donc soit ils n'ont plus ça, soit ils se disent la situation est tellement tragique qu'on ne va pas en plus faire ça. Nous, l'autorité. On ne va pas en plus empêcher les gens de manifester. Et moi, ce que je crois, c'est que, et dans la société palestinienne, et dans certains secteurs de l'autorité, c'est de plus en plus clair que l'autorité palestinienne, en tant que structure, il y a un moment donné, il va falloir poser la question de la poursuite de son existence, quoi. Voilà, c'est de plus en plus ouvert. Alors certains me diront que moi, ça fait pas mal d'années que je dis que la question de son existence se pose, etc. Après, sa nature même fait qu'elle peut être maintenue sous perfusion pendant encore quelques années, parce que l'arme de l'argent est quand même assez essentielle, et le clientélisme et tout ce que ça implique, c'est quand même quelque chose d'essentiel, mais l'édifice est quand même de plus en plus fragile. Et là, je voyais, je finis avec ça, mais je sais plus où j'ai vu ça, que même John Kerry maintenant fait des déclarations où il dit l'autorité palestinienne va s'écrouler et on va se retrouver avec un seul État dans lequel les Palestiniens seront discriminés, etc. C'est pas la première fois qu'il le dit, mais dit comme ça, c'est aussi voilà. Et finalement, il y a des discussions qui avaient lieu dans des petits cercles côté palestinien qui étaient de dire ok, on va pas annoncer la dissolution de l'autorité palestinienne du jour au lendemain parce que ça met 184 000 fonctionnaires au chômage et il faut assurer derrière, quoi. Mais qui disait il faut une dissolution politique de l'autorité, c'est-à-dire de dire elle ne représente pas les Palestiniens, elle ne doit pas négocier, elle ne doit pas représenter à l'extérieur ou quoi que ce soit, c'est un organe strictement administratif. Et par contre, cette dissolution politique doit s'accompagner d'une reconstruction d'un mouvement national autour d'un programme. Et peut-être que ce qui se passe là est un élément qui peut accélérer ces choses-là, mais on le saura dans les semaines qui viennent. Mais bon. Une dernière question avant qu'on discute, c'est est-ce qu'il faut voir une signification au fait que cette vague, cette révolte a commencé avec la décision des autorités israéliennes d'interdire aux Palestiniens de venir sur l'esplanade des mosquées, et en revanche l'autorisation donnée à des militants juifs d'extrême droite d'y s'y pointer, alors que jusqu'à présent ça lui aurait été plus difficile. Ça permettra de compléter sur le pourquoi maintenant et pas il y a 2 ans ou quoi que ce soit. Dans cette région-là, comme ailleurs, on sait que parfois les conditions sont réunies pour qu'il y ait une explosion et il manque pas grand-chose pour que ça pète, quoi. Je pense que là, il y a eu le cumul de 2 choses. Il y a eu comment dire,
Parce que la victoire électorale des colons aux élections israéliennes de mars 2015 a été un encouragement pour les colons de Cisjordanie à être beaucoup plus violents. Et il y a eu de plus en plus. C'est-à-dire, il y en avait déjà beaucoup, mais à partir du mois de mars, c'était freestyle, quoi. Comme pourrait, par exemple, voilà, comme des policiers pourraient se sentir très en confiance pour commettre des violences dans un pays qui serait en état d'urgence, quoi, par exemple. Les colons israéliens ont eu cette espèce de message de mars 2015 qui est vous êtes majoritaire, vous faites ce que vous voulez. Et c'est allé très loin, et c'est allé notamment jusqu'à l'incendie d'une maison avec la mort d'un bébé, puis de ses 2 parents. Et ça a contribué à quand même beaucoup remuer en Cisjordanie et à Jérusalem. Donc il y a eu ce premier élément-là, et je pense que les affaires autour de l'esplanade, ça a été le truc supplémentaire. Mais disons que la poudre était là, il manquait 1 ou 2 étincelles, elles sont arrivées pendant l'été, mais c'est ces 2 choses-là. Moi, je pense vraiment. Il y a la frustration et l'accumulation de... je veux dire, face aux colons, le truc de ne pas réagir en plus. Parce qu'on leur dit, surtout répondez pas, parce que ça va être pire. Il y a eu ça, et puis le truc de Jérusalem, et qui est compris et vécu. C'est là où c'est toujours compliqué, cette histoire de mosquée. C'est pas vécu comme seulement une atteinte à des libertés religieuses. C'est vécu comme une atteinte à la souveraineté palestinienne sur Jérusalem, ou un des derniers lieux où normalement personne ne les embrouille, quoi, enfin, ou de manière irrégulière. Et ça, il y a le symbole qui est bien au-delà du religieux, en fait. Hein. Parce que, enfin, c'est un peu pour te répondre aussi, il ne faut pas donner une teneur religieuse à ce soulèvement. Parce que là, on risque de brouiller franchement le pourquoi. Déjà, nous ne le connaissons pas. Et ce n'est pas une guerre religieuse. Je ne crois pas. Même les colons qui sont dans les territoires, ils sont religieux, mais vous avez aussi des juifs d'extrême droite qui y habitent. Ils ne sont pas religieux, même si la plupart sont religieux. Donc, et cette guerre de religion ne nous expliquerait rien. Mais moi, je suis d'accord avec Julien, cet incendie a été... a semé les étincelles, je crois, parce que c'était là, franchement, ils ne voyaient même pas l'aspect politique. Il n'y avait pas d'aspect politique, parce qu'ils venaient, ils se sentaient chez eux, ils mettaient le feu, ils partaient, ils n'attrapaient pas les types qui l'avaient fait, tout en disant, mais oui, on connaît les noms, etc. Là, ça a été, je pense, l'insulte à la dignité. Et c'était pas seulement religieux, parce que... Non, c'est l'occupation plus l'impunité. L'impunité, et puis aussi ce côté, voilà, on brûle cette maison, demain on brûlera une autre, on ne sait pas pourquoi, le type n'avait rien fait, et c'était pas un terroriste. Enfin, on a dépassé le cadre même, disons, d'une colonisation contre laquelle on pouvait se battre, parce que il y avait la répression, il y avait le harcèlement, etc. Là, on a dépassé. Et d'ailleurs, c'est un des premiers actes, me semble-t-il, d'un état de non-droit. On est allé vraiment brûler une maison sans donner de raison. Des actes de non-droit, il y en avait eu avant. Oui, mais là, ça a été vu peut-être par ces jeunes. Parce qu'il faut quand même insister que ce sont des gens diplômés. Ils sont instruits, c'est pas... je fais pas de l'élitisme, mais c'est des gens quand même qui ne se jettent pas comme ça. Ils ont quand même derrière eux un bagage, etc. Donc, c'est des actes réfléchis et pas religieux, comme Julien l'a dit, avec cette détermination qu'on voit d'ailleurs sur Internet, quand on voit les images, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle du problème israélo-palestinien, on a l'impression qu'il y aurait d'un côté Israël, qui serait un bloc homogène, et de l'autre côté les Palestiniens. Mais en fait, Israël est en soi un bloc
une mosaïque ethnique tout à fait extraordinaire. En particulier, il y a ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Il y a beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que c'est que les Arabes israéliens. Beaucoup de gens ne savent pas que l'État d'Israël, il y a deux langues officielles. Alors, quand on examine sur le plan démographique, la démographie est implacable mathématiquement. Pour l'instant, les Juifs, qui est la nationalité numéro 1, c'est 70%. Les Arabes, c'est 20%. Il faut savoir que les Arabes israéliens, théoriquement, ils ont le droit de vote, mais bon, ils n'ont pas le droit de faire l'armée. Donc, comme ils ne font pas l'armée, ils ne peuvent pas faire des études gratuitement. Donc, c'est vraiment un état de ségrégation comme l'Afrique du Sud. Bon. Et que, alors, démographiquement, cette population arabe croît 3 fois plus vite que les Israéliens. Les Israéliens, la plupart des Juifs israéliens qui peuvent se le permettre quittent l'État d'Israël. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est un Juif palestinien. Alors, Juif palestinien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un Israélien dont les ancêtres sont en terre de Palestine depuis des siècles. Il vit en France, il est très heureux en France. D'ailleurs, il me disait que la France est un pays magnifique. La seule chose qu'il ne peut pas supporter en France, c'est les Juifs, et notamment les Juifs sionistes. Donc, en fait, l'État d'Israël est dans un état, est aux abois sur le plan démographique. D'ailleurs, il y a un décret français que l'État d'Israël déteste, c'est le décret Crémieux. Puisque dans le fond, l'État d'Israël, ils vont manquer de Juifs à très court terme, dans 30 ans. Mais quelle est la question ? C'est-à-dire que quand on parle de problème d'Israël et le Palestin, on a l'impression Israël égale Juif. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État d'Israël lui-même est une mosaïque ethnique qui peu à peu va devenir, dans 30 ans, il y aura une majorité arabe. Donc c'est ça et notamment le concept d'arabe israélien, c'est un concept que personne ne comprend en France. Les Palestiniens de l'intérieur. Quid des Palestiniens de l'intérieur ? Ah oui, alors d'abord je vais vous faire une remarque. Vous pouvez faire votre service militaire, mais vous payez l'université très cher, comme tout le monde. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils ne font pas leur service militaire qu'ils payent l'université. Bon, enfin c'est pas le plus important. Et enfin, qu'est-ce que vous comprenez pas ? Israël est une mosaïque, d'accord, et chaque mosaïque s'ajoutant à l'autre aboutissent à la même chose. Ils sont de plus en plus radicaux et extrémistes. Regardez les Juifs d'Afrique du Nord, qui étaient la majorité des Juifs en Israël, qui étaient venus dans les années 60-70, ce sont ceux qui sont les plus radicalisés et les plus anti-palestiniens. Ensuite, les Russes sont arrivés, ils le sont autant. Donc, je ne vois pas, c'est pas le fait qu'il y ait un pays avec plusieurs ethnies que ça change l'idéologie. Il y a quand même l'État a une idéologie, enfin l'État en tant que mastodonte a une idéologie qui est distillée au jour le jour avec toute une théorie, comme je l'ai dit, qui avait commencé avec Begin, nos frontières, les Arabes vont nous jeter à la mer, ça c'est depuis 67, et ils veulent notre disparition, etc. Et puis tous ceux qui sont venus comme immigrés en Israël ont repris ces théories. Écoutez, je ne comprends pas votre question. Et le décret Crémieux, attendez, je vais revenir. Et le décret Crémieux, je ne comprends pas, c'est 1870. C'est un décret qui a fait des Juifs d'Algérie, des Juifs avec la nationalité française. Et qui a... Français au lieu d'aller en Israël Mais en 1870, on ne va pas en Israël. En 1870, Israël n'existe pas. Et quand on part en Palestine, ce sont des rabbins qui partent pour se faire enterrer. Ça depuis le XVIIe siècle. Et puis, en 1870, la démographie israélienne des Juifs est beaucoup plus basse que celle des Arabes palestiniens, surtout qu'il y a des décrets du sultan ottoman qui agit de sorte à ce que les Juifs quittant la Russie dans les années 80 partent plutôt aux États-Unis et n'aillent pas
en Palestine pour ne pas créer un déséquilibre démographique. Et ensuite, les Arabes israéliens, c'est la dernière, votre dernière remarque, il n'y a rien à comprendre, c'est les Palestiniens. Ils n'ont pas le droit de posséder la terre en État d'Israël. 83% du territoire israélien est interdit aux Israéliens qui ne sont pas juifs. Oui, mais laissez-moi finir. Et les Arabes israéliens, ce sont les Palestiniens qui n'ont pas quitté lors du départ forcé et qui sont restés en Israël, mais en Israël, il n'y a pas de constitution. Ce sont des citoyens de seconde zone entre allégeance de certains. On voit des Palestiniens qui sont adjoints au maire, par exemple, à Saint-Jean-d'Acre, etc., et qui sont dans l'obédience aux Israéliens, dans une certaine servilité qu'on voit dans l'histoire entre les minorités et la majorité, et le reste, il est contre, de plus en plus, contre Israël, qui ne les traite pas comme des citoyens comme tout le monde, des citoyens nés en Israël, qui ont la nationalité israélienne. Et je vais vous dire, certains ne partent pas en Palestine en se disant « qu'est-ce qu'on va faire, on ne trouvera pas de travail, etc. » Et je vais ajouter quelque chose, on les voit, Israéliens et Palestiniens, en Israël même, dans tous les supermarchés, les centres commerciaux autour des villes comme Petah Tikva, etc., dans le nord. Et l'image qu'on a, c'est des Palestiniens, des Israéliens palestiniens qui payent à une caisse séparée. Il n'y a pas une caisse séparée, mais ils vont tous ensemble à la même caisse. Et puis les Israéliens qui font la queue, qui vont à la même caisse, mais ils ne se rencontrent pas. Les gens ne se mettent pas autour de la même table, même dans des lieux publics. Donc, vous savez, c'est un peu c'est ce que font les États qui sont dans ce processus de considérer que leurs minorités sont des citoyens de seconde zone. La loi leur interdit. Oui, mais... Julien, tout à l'heure a abordé la question, je pense que ce serait bien que tu reprécises tout ça. Ouais, sur les Arabes israéliens et les Palestiniens de Jérusalem. Ouais. Ça va être court. Oui, non mais moi je suis d'accord, peut-être les gens confondent, mais alors, les Palestiniens c'est pas un bloc, Israël c'est pas un bloc, mais les Palestiniens d'Israël c'est pas un bloc non plus. Voilà, ce qui fait que c'est un bloc, c'est que ce sont des non-juifs et que donc en tant que non-juifs, ils subissent des discriminations, soit institutionnalisées, soit ritualisées, quoi. Voilà. Bon, et ça, oui, il faut le dire, il faut l'expliquer, et il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas dans une situation équivalente aux Palestiniens de Jérusalem, qui ne sont pas dans une situation équivalente des Palestiniens de Gaza, qui ne sont pas dans une situation équivalente des Palestiniens de Cisjordanie, selon où ils habitent. Ils sont tous discriminés, ces gens-là, mais de manière différente. Et y compris, c'est une des forces, finalement, du système discriminatoire israélien, c'est d'avoir créé des catégories différenciées de Palestiniens discriminés, ce qui, faisant écho aux faiblesses du mouvement national palestinien, qui s'est toujours très peu intéressé aux Palestiniens d'Israël, en vrai, ils s'en sont très peu préoccupés en réalité. Ces deux choses-là allant de pair, il y a eu des mécanismes de fragmentation et d'autonomisation politique les uns des autres. Quand vous êtes en Cisjordanie et que vous parlez des Palestiniens de Gaza, on vous dit oui mais c'est des fous quoi. Et quand vous êtes, etc. Et quand vous parlez en Cisjordanie, par exemple dans des villes comme Jénine ou comme Hébron, des Palestiniens d'Israël, on vous dit c'est des gens qui viennent faire leurs courses chez nous. Ils considèrent que la Cisjordanie c'est leur supermarché parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ce qui est pas complètement fou, mais vous voyez des bus entiers qui arrivent à Hébron, ils descendent, ils remplissent des sacs comme ça et ils repartent en Israël. Et ils n'ont pas tous bonne presse. Donc moi je dis juste ça, c'est qu'il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait des populations discriminées et sur un critère national, ethnique ou religieux, selon les définitions du judaïsme en Israël. Voilà, c'est à voir, ça peut être les trois en même temps aussi. Pas confondre le fait qu'il y a des discriminations et le fait qu'il y aurait, entre guillemets, la possibilité d'une lutte commune, parenthèse sur la démographie,
c'est de moins en moins vrai cette chose-là par ailleurs. C'est-à-dire que les travaux des démographes tendent au contraire à expliquer qu'aujourd'hui, les choses s'inversent. Bah oui, les familles de juifs ultra-orthodoxes, les Russes, le truc de du développement des religieux en Israël, etc., ça bouleverse ces données démographiques aussi. C'est-à-dire que des démographes qui, il y a 15 ans, disaient la démographie palestinienne galopante, etc., et ben en fait, on se rend compte que finalement, et aujourd'hui, les juifs israéliens, ils font plus d'enfants. Voilà, ils font plus d'enfants que les Palestiniens, avec ce développement, notamment avec les Russes, les orthodoxes, etc. Et du coup, sur moi, c'est juste pour le soumettre comme ça, mais c'est les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, Gaza, c'est vraiment à part. Mais plus ça va, plus ils sont en train de devenir des Palestiniens d'Israël, avec même pas les droits civiques. C'est-à-dire que de plus en plus ils sont intégrés, ils sont absorbés à ce qui s'appelle l'État d'Israël. Ils ont des voisins, c'est des juifs israéliens, ils roulent sur des routes qui sont des routes entre guillemets mixtes, etc. etc. Sauf que ils sont digérés progressivement, mais sans les droits. Et petit à petit, je pense que la question va peut-être de plus en plus se poser en termes de droits civiques et d'égalité des droits, voilà, et que là des jonctions pourront de nouveau s'opérer. Ce qui était beaucoup plus compliqué quand on était dans un truc de libération territoriale. Je douterais, parce que c'est mon dada, que pour certains d'entre eux, ils sont du même côté du mur. Oui, en plus. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? Moi, j'ai juste une question par rapport aux réseaux sociaux et à Facebook notamment. Est-ce que ce ne serait pas une caractéristique justement du soulèvement de cette année-là, dans le sens où vous disiez qu'il n'y avait pas de groupement, enfin, c'était pas soutenu par une organisation politique, ce qui se passait, ce qui était fait par les Palestiniens. Mais est-ce que justement le fait que ce soit relayé autant sur Facebook, moi, tous mes amis de là-bas ont des smartphones et relaient des vidéos, etc. en direct. Et du coup, moi, j'apprends plus par eux que par les médias. Du coup, je me demandais si c'était pas justement une des choses qui pouvait faire que ce soulèvement soit différent, et positivement parlant, quoi. Et même par rapport à la communauté internationale, dans le sens où on se rend plus compte réellement, au-delà des attaques au couteau, de ce qui se passe, de ce que les Israéliens font en fait au quotidien. Voilà. Alors, nouveau et pas nouveau. Pas nouveau parce que moi je demeure j'ai un vieux fond léniniste, quoi. Et à l'époque de Lénine, on expliquait l'importance du journal comme fil à plomb, le truc autour duquel on s'organise, etc. À l'époque, c'était le journal, et en fonction de la modernisation des moyens de communication, des moyens, etc., il y a d'autres médias qui se sont substitués, etc. Je dis ça, pas juste pour... voilà, mais... Aujourd'hui, Facebook joue le rôle que d'autres médias pouvaient jouer à une époque. Donc il n'y a pas de nouveauté dans ce sens-là. C'est-à-dire que les images que les Palestiniens se passent en boucle entre eux et ils voient tous, etc. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était sur les télés locales palestiniennes. Ils étaient tous branchés dessus, ils regardaient tous Télé Hébron, Télé Bethléem, Télé machin, voilà, dans les bars, dans les cafés, tout le monde voyait ça. Il y a eu le développement des satellites, et notamment Al Jazeera, dans la foulée de la guerre du Golfe, notamment, et à partir de la deuxième, 2003, et qui a eu un écho de plus en plus important. Il y a les réseaux sociaux, mais finalement, c'est le même type d'image. Par contre, là où il y a une différence, c'est sur la deuxième partie, c'est-à-dire comme moyen de communiquer directement à l'extérieur. Et ça change un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, ils ont la possibilité de mettre en ligne, de s'adresser au monde, et voilà, donc ça permet, mais dans toutes les limites de ce nouveau type de médias aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours des seuils qu'on franchit pas, quoi. Moi, j'ai eu, je ne vais pas la dénoncer, mais je crois que c'est une journaliste d'Envoyé spécial qui est en train de préparer un sujet justement sur ces histoires de guerre de l'image entre Israël d'un côté et les Palestiniens de l'autre et tout. Où moi, dans la discussion que j'ai eue avec elle, je lui ai dit oui, non, mais d'accord, mais à un moment donné, quand l'État d'Israël diffuse une image d'une attaque, elle se retrouve aux 20h de France 2. Quand des Palestiniens diffusent une image d'une exaction, elle circule beaucoup sur Facebook. Mais il y a un seuil qu'elle ne franchit pas. Donc ça permet de faire des sauts, mais il y a toujours des seuils qui sont là, quoi, clairement.
Moi, je ne suis pas léniniste du tout. Ça parce que c'est l'état d'urgence. Oh non, je ne suis pas léniniste du tout. Moi, je n'ai pas voté pour. Hein, donc, Monsieur Bachmann, j'ai le privilège de n'avoir pas voté au Parlement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que ça correspond à une réalité. Je ne sais pas si les gens qui ne sont pas branchés comme vous sur la question, etc., vont aller regarder des vidéos sur la Palestine, sur les exactions, etc. Il faut quand même avoir, vu qu'on est envahi par des images et submergé par les émotions, ça m'étonnerait. D'ailleurs, ces derniers jours, vous avez vu, ces derniers temps, moi je lis dans le Haaretz le nombre de gens tués, etc. La presse française n'en parle pas. Bon, et en plus, c'est pas ça peut-être qui est le plus important. C'est, comme je ne crois pas aux partis, je ne crois pas aux organisations, étant un peu plus libertaire que Julien, mais je crois qu'il est plus libertaire que moi, mais il joue le léninisme. C'est pas à la mode, donc il faut... Lénine était un grand libertaire. Oui, d'accord. Comme on le sait, oui. On a vu les résultats aussi. Beaucoup plus que Trotsky. Voilà, oui. Mes acquaintances, c'est un autre débat. Mais j'ai espoir que les réseaux, par les réseaux, il y aura quand même une troisième force qui va se former contre l'OLP, contre Israël, au-delà des organisations, des structures, des ONG, des partis, une toile comme ça, une toile d'araignée qui pourrait servir plus tard, peut-être, un peu plus tard, pas très tard, mais un peu plus tard, d'une sorte de façon de s'organiser pour agir, pour prendre des décisions, etc. Parce qu'il y a quand même, on voit, ça pullule sur les réseaux, et même sur Twitter, etc. On a quand même énormément d'éléments. Et je suis confiante dans l'avenir. Moi, je crois dans cet avenir, parce que j'en ai marre des partis, des structures, Oui, c'est une façon, c'est un nouveau mode qui pourrait être très dangereux, aussi bien pour l'occupant que pour l'autorité. Vous ne croyez pas dans l'avenir des réseaux? Julien, tu ne vas pas être quand même trop léniniste. Tu vas me décevoir. C'est pas à moi qu'on va reprocher de ne pas utiliser Facebook. Ça. Non, mais c'est une chose, pour que ce soit clair sur ce que je disais. Les réseaux sociaux sont utilisés pour faire des choses qui étaient faites auparavant par d'autres moyens, quoi. Donc, ils apportent pas finalement un truc qualitativement, je pense, nouveau. Par contre, il y a ces questions des temporalités, etc. Mais y compris avec, et c'est là où je vais être nuancé, avec tous les risques que ça présente. C'est-à-dire que moi, je vois des copains palestiniens qui mettent en ligne des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Et c'est moi qui suis obligé de leur envoyer des messages pour leur dire « Hey oh, on l'a déjà vu ta vidéo, quoi. » Donc voilà, c'est-à-dire tout le problème aussi de comment ça peut se retourner contre les Palestiniens. Parce que ça, c'est un grand truc sur les réseaux sociaux, c'est que l'État d'Israël et ses amis sont très présents. Et la moindre petite connerie, elle est repérée, elle est utilisée pour dire voilà, c'est la propagande palestinienne, ils réutilisent des images, ils réutilisent des photos, ils font des montages. Cette photo n'a pas été prise en Palestine, mais en Syrie. Voilà, ce genre de truc. Donc moi, je suis pour essayer de diffuser au plus vite les choses, mais sans tomber dans ce piège de finalement être embarqué par le flux et dire des... De l'organisation. Oui, mais alors justement, ça, je vais y venir. Moi, je suis assez, on va dire... sceptique quand on vit dans une situation d'occupation militaire où les gens sont sous surveillance en permanence et sont régulièrement arrêtés, emprisonnés, etc. Sur la possibilité, oui, un peu moins quand même, sur la possibilité de s'organiser par l'intermédiaire de réseaux, etc., qui sont des trucs publics. Voilà, qui sont des choses publiques. Et moi, ça peut devenir quelque chose, ça peut être un outil, mais moi, c'est des discussions que j'ai avec eux depuis longtemps, y compris avec ceux qui avaient repris les armes au début des années 2000. C'était de leur dire, mais
Enfin, sérieux, je vous connais depuis 2 semaines. Vous montrez les endroits où vous planquez vos armes. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la clandestinité qui a été totalement perdue et qui, bon, en soi, pourquoi pas, mais quand par moment on fait certains choix d'action politique, cette question se pose. Et je pense que dans un territoire sous occupation militaire, organiser la riposte à l'occupation militaire, ça passe aussi par une culture de la capacité à s'organiser de manière pas publique. C'est tout. Autre question ? Merci. Moi, je vais juste me permettre 2 petites questions. Ça va être très simple. Quel est l'état d'esprit des personnes de confession juive en Israël et en France par rapport aux Palestiniens? Si je vous pose cette question, c'est très simple. C'est parce que j'échange avec une collègue au bureau, très simplement, sur des faits d'actualité et ainsi de suite. Donc, elle est de confession juive. On échange et elle me regarde et elle me dit, mais Myriam, la Palestine n'existe pas. Et je me prends ça, donc c'est très violent dans la tête parce que je me prends ça parce que je viens du Sahara occidental, c'est un autre conflit colonial, on nous dénie le droit à l'existence et ainsi de suite, et on a complètement disparu. Et je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis, de la violence du propos? Donc quelle est la position? Ça, je vous permettrai de répondre. Quelle heure est-il? Je ne vois pas très bien. Il est 8h. Enfin, Madame Benbassa va répondre, mais c'est vrai que, pour rebondir simplement, c'est que les Juifs ne sont pas tous d'accord entre eux. Je pense que je rebondis sur ce que vous demandez, mais aussi sur ce qu'a dit monsieur. Mais c'est vrai que vous ne l'avez pas dit d'une manière qui me plaisait, parce que vous avez l'air de dire, lui... vous voyez ce que je veux dire, il n'aime pas les Juifs, mais je pense qu'il faut dire autrement. Enfin, c'est-à-dire les Juifs sont pas d'accord entre eux, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le dire. Par contre... moi je suis juif, mais bon, j'aime pas le sionisme, voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être traité comme une brebis galeuse du peuple juif. Et puis en famille, c'est jamais simple. Enfin, il y a des membres de la famille avec lesquels on sait qu'on peut parler, d'autres on peut pas. Voilà. Donc, moi, je sais que, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont un peu échaudés. Bon, voilà. Et la radicalisation, je l'ai bien perçue depuis quelque temps. C'est vrai que de temps en temps, j'arrive à parler avec eux pour essayer de leur faire comprendre que justement, les Juifs, non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous le méchant sioniste, colonisateur, mais ils ont un peu du mal. Ils ont un peu du mal à l'accepter. On sent que c'est très difficile de leur faire comprendre ça. Et voilà, là, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire de la part des organisations politiques. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais il y a déjà des gens qui s'y mettent. Il y a déjà des personnes qui essayent justement de faire entendre raison à ces jeunes. Mais c'est vrai que ce n'est pas que du psychologique. Il y a aussi des problèmes politiques derrière. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Alors moi, c'est pas tout à fait sur l'intifada, disons, des couteaux. C'est plus globalement sur l'Europe. Moi, je suis assez effaré sur l'atonie de nos diplomates face au conflit israélo-palestinien. J'avais rencontré une journaliste dans les années 90, Sadat. Elle disait les diplomates européens en ont marre d'Israël. Alors dans les années 90, le gouvernement israélien était limite gauchiste par rapport à maintenant. Là, avec Netanyahou qui menace l'Europe parce qu'il y a simplement l'étiquetage des produits des colonies qui a été si violent. Il a le principal allié d'Israël, qui sont les États-Unis. Il a traité limite Obama d'antisémite. C'est son conseiller qui a traité Obama d'antisémite, qui a dit que John Kerry avait le QI d'un garçon de 12 ans. Jusqu'à quand Israël peut comme ça être aussi arrogant, etc., sans que l'Europe ne fasse rien? Est-ce que vous croyez qu'à un moment, quelque chose se passera ou voilà. Madame la sénatrice. Je ne suis pas là comme sénatrice parce que j'aurais en plus des soucis. J'en ai assez comme ça. Je répondrai à votre question. Et en prenant quelques éléments, ce qu'a dit monsieur, c'est vrai que les Juifs de France sont très diversifiés, etc. Mais aujourd'hui, il y a une ligne quand même des institutions juives. La Palestine n'existe pas.
Ça a été toujours à nous, enfin c'est pas moi qui parle, on ne discute pas, il faut défendre Israël, maintenant c'est des attaques au couteau, au ciseau, etc. Ils n'ont pas le droit, ils veulent notre fin. Ouais. C'est le credo aujourd'hui chez le juif basique. Hein? Enfin, le juif. Et je vais finir, monsieur, mes réponses. Donc là, c'est vraiment une radicalisation. En général, les juifs de la diaspora se radicalisent, sont légitimistes, surtout les juifs de France. Si un gouvernement en Israël est de gauche, ils sont de gauche. Si le gouvernement est de droite, ils sont de droite. Il y a un légitimisme qui, historiquement, depuis la naissance de l'État d'Israël, caractérise le judaïsme français dans sa version de la situation politique en Israël et ses relations avec les Palestiniens. Alors maintenant, donc, on assiste à cette radicalisation. Aujourd'hui, par exemple, si vous invitez à table deux musulmans et vous avez des amis juifs, il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'avant, les gens ne demandaient pas, dans les années 80, les gens 70 ne demandaient pas qui est juif, qui est musulman. Les gens vivaient les intellectuels, j'entends, vivaient dans une sorte de... On était laïcs, on s'en fichait, etc. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas pareille. Même pendant les fêtes ou autres, si vous mettez des juifs qui ne sont pas d'accord entre eux, ceux qui auront le dernier mot, c'est ceux qui pensent comme Netanyahou. Il y a une sorte de durcissement de la vision d'Israël. Comme il y a d'ailleurs un retour religieux, ce qui est assez nouveau en France, puisque le judaïsme français, d'abord le judaïsme ashkénaze, venant d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, était un judaïsme pas très pratiquant, enfin je parle des descendants, et puis avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, il y a eu une montée de religion, mais un judaïsme traditionnel sans sans radicalité, on faisait les fêtes, etc. Enfin, on va pas faire un cours de deuxième année. Mais aujourd'hui, il y a aussi un vrai retour à la religion, surtout chez les jeunes séfarades. Alors, tout ça va ensemble et les deux s'entremêlent. Aujourd'hui, les migrations, quand on nous donne les chiffres de l'agence juive, ceux qui partent en Israël, la majorité sont des juifs religieux qui vont dans les colonies, et les autres, c'est des gens qui n'ont pas du travail, etc., qui pensent que ça pourrait débloquer la situation en Israël où il n'y a pas de chômage. Ils reviennent, la plupart de la deuxième catégorie, et puis il y a des jeunes qui partent parce que c'est l'aventure, ils vont faire de l'armée, etc. Mais il y a aujourd'hui, à l'endroit d'Israël, une sorte de cohésion juive en France qui n'est pas officielle, mais qui est celle des organisations juives. Alors là, je ferai pas d'exception quasiment. Mais cela ne veut pas dire que tous les juifs soutiennent le sionisme, etc. Mais je dirais quand même aujourd'hui, contrairement à il y a un certain nombre d'années, que oui, la majorité des juifs soutiennent Israël. Et il ne se pose plus la question de la Palestine. Hein, et si vous vous opposez à cette doxa, vous êtes rebelle, vous êtes anti-israélien, et si vous n'êtes pas juif, vous êtes antisémite. Quand vous êtes juif, ça va encore. Mais sinon, vous pouvez être antisémite. Et bon, c'est quand même le paysage. Franchement, on va pas. Je fais pas la langue de bois. Je pourrais la faire aussi parce que je commence à l'apprendre. Mais c'est un peu ça. Vous avez raison. Aujourd'hui, vraiment, avec un ami juif, on parle pas des Palestiniens. Hein. Personne ne comprendrait puisque la Palestine a toujours appartenu aux Juifs. Maintenant, il y a quelques années,
déjà, on ne pouvait pas faire cours sur ça à l'université. Maintenant, d'ailleurs, ce sujet, je ne l'aborde jamais. Parce que ce n'est pas possible de leur expliquer qu'Israël n'a pas toujours appartenu aux Juifs. Ça, c'est des gens quand même qui ont bac plus 2, 3. Enfin, ce n'est pas des ignorants. Bon. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez posé une autre question sur l'international. Écoutez, déjà, quand on a fait la proposition de résolution sur la reconnaissance de la Palestine, et je vais vous dire, moi j'ai reçu l'ambassadeur d'Israël qui est venu nous dire qu'il ne fallait pas faire cette résolution. Après, il est allé chez le président du Sénat. Après, il a vu les sénateurs. Il y a eu un lobbying, etc. Parce que, vous savez, c'est très fort quand même, ce lobbying. Et les politiques ont déjà peur de passer pour des antisémites. Et à cela s'ajoute une sorte d'antisémitisme pas méchant, pas vraiment idéologique, qui dit alors si je soutiens les Palestiniens, je ne vais plus être invité à la radio, à la télé, parce qu'il y a ce mythe antisémite que les élites dans les médias sont juives. Ça s'explique sociologiquement, puisque les juifs en France, par rapport proportionnellement, sont un peu plus instruits que la moyenne des Français. C'est normal qu'ils soient dans les médias, dans des postes d'élite, etc. Alors ça, c'est vraiment un ensemble de mythologie et d'un léger antisémitisme qui me gêne souvent. Et à cela s'ajoute la Shoah. Aujourd'hui, en Allemagne, par exemple, vous parlez des Palestiniens, vous critiquez Israël, c'est pas possible. On vous dira immédiatement « Ah non, non, ne nous parlez pas de ça, c'est pas possible, vous comprenez, on a tué les Juifs. » C'est vrai, il y a eu la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. Personne ne le nie, sauf des détraqués idéologues d'extrême droite, etc. Mais c'est devenu une sorte de frein. Et là, je prends des risques en le disant, mais c'est la stricte vérité, un frein. On va soutenir Israël. C'est pas possible autrement. Tout le monde, enfin, parmi les politiciens, les diplomates, etc., il y a une sorte de... peut-être mon père ou mon grand-père a été collaborateur. Enfin, il a collaboré peut-être avec Vichy, avec les Allemands. Enfin, il y a une culpabilité qui est comme ça en bribe dans les consciences et on ne touche pas à Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, si on allait plus loin, on dirait aussi que sous Chirac, par exemple, qui a fait une politique qui était à double sens et qui a marché, à savoir que la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans le génocide, c'est lui qui a fait le grand discours, je crois en 95, si ma mémoire est bonne, ce soir, je suis un peu fatiguée, mais 95, et de l'autre côté, il menait une politique étrangère pro-arabe. Et les deux ensemble faisaient qu'il y avait un bon équilibre. Depuis l'arrivée de Sarkozy qui a soutenu ouvertement Israël, après il y a eu Hollande, il y a une haine des pays arabes à l'endroit de la France. Enfin, vous voyez, tout ça est compliqué pour trouver une solution valable et taper sur la table et dire... il faut régler cette situation internationale. Aujourd'hui, s'il n'y a pas si les forces internationales n'interviennent pas pour dire au moins basta, maintenant vous mettez autour d'une table, personne ne le fera. Même les Américains, ils tâtonnent quand même. Hein. Obama aurait pu, au deuxième mandat, aller plus loin et taper sur la table. Bon, moi, je vous ai dit tout ça et personne ne me traitera d'antisémite parce que c'est très difficile pour moi d'être antisémite. J'assume mon judaïsme
Et dans l'histoire, il n'y a pas eu des juifs antisémites, sauf ceux qui avaient la haine de soi. Mais ça ne peut pas se dire comme ça. C'est trop difficile pour quelqu'un qui n'est pas de l'intérieur de dire ça. Mais il faut l'accepter, ça fait partie. Pour ce qui est de l'Europe, on peut dire que l'Europe a déjà beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des sujets qui sont plus faciles que celui-là. Quand il s'agit de se mettre d'accord sur, par exemple, la publication ou l'utilisation du rapport européen sur la situation à Jérusalem, elle y arrive si mal que ça fait 10 ans qu'aucun rapport n'a été rendu public. Mais je passe la parole à Julie. Alors que c'est des rapports qui, quand on les lit régulièrement, on savait ce qui allait se passer à Jérusalem, en fait. C'était marqué dedans. Non, mais c'était une remarque sur que ce soit l'Union européenne, la France, les États-Unis et leur rapport à Israël. Il y a les éléments historiques, culturels, toutes ces choses-là. Et puis il y a les éléments de conjoncture aussi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que Israël évolue dans une région qui aujourd'hui est une région hyper déstabilisée, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire qu'ils ont des alliés fiables et stables. C'est-à-dire les États-Unis aujourd'hui au Moyen-Orient sont en perte d'influence, en perte de vitesse, en recherche de nouveaux alliés, etc. Enfin, je veux dire, par rapport au début des années 90, la première guerre du Golfe, où ils avaient réussi à entraîner quasiment tout le monde arabe, y compris la Syrie. La Syrie anti-impérialiste là, qui était allée bombarder, qui soutenait les bombardements de l'Irak par les avions états-uniens. À cette époque-là, après la chute de l'URSS, les États-Unis étaient très forts dans la région. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été depuis plusieurs décennies dans cette région-là. Et ça, pour Israël, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une possibilité de s'adresser aux États-Unis, pas comme quand les États-Unis sont très forts et font la pluie et le beau temps dans la région. Voilà, au début des années 90, quand les États-Unis disent à Israël, vous allez négocier avec les Palestiniens, sinon on se porte plus garant pour vos emprunts dans les banques, etc. Si les États-Unis font ça, c'est parce qu'ils sont en position de force. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus forts qu'Israël, c'est pas le problème. Mais les États-Unis sont dans une politique de recomposition des alliances dans la région et ils ont besoin d'Israël. Ils ont besoin d'Israël. Donc il y a des tensions, il y a tout ce qu'on veut, mais ils ont besoin de conserver des liens avec l'État d'Israël parce qu'ils ont des alliés historiques dans la région qui sont très fragilisés. Et c'est pas étonnant que le débat sur l'Iran se polarise à ce point-là. Voilà, parce que dans une partie de l'administration Obama, on disait on va se rapprocher de l'Iran parce qu'on peut pas tout miser sur l'État d'Israël parce que ça nous attire beaucoup d'antipathie dans la région. Ça polarise les discussions. Et moi j'ai vu les sondages, c'était en mars ou en avril, où il y avait pour la première fois finalement aux États-Unis des enquêtes d'opinion qui montraient que il y avait une majorité des sympathisants et des électeurs démocrates qui considéraient que les États-Unis étaient trop conciliants vis-à-vis de l'État d'Israël, alors que du côté républicain c'était 90% dans l'autre sens. Donc voilà, ils sont pas en position de force, ils ont besoin toujours de s'appuyer en partie sur Israël et l'Union européenne, et sans même parler de la France c'est encore pire. La France, c'est pas juste qu'ils sont pas en position de force, c'est qu'ils sont en train de diversifier entre guillemets leur système d'alliance dans la région. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de relations internationales pour se dire que Arabie Saoudite plus Égypte plus Israël, bon, ça a une petite histoire. Voilà. Et la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, vend des armes à l'Égypte et se rapproche d'Israël. Voilà, parce qu'on sait que c'est un trio qui fonctionne plutôt bien depuis plusieurs décennies. Et les États-Unis étant dans une logique un peu... Alors, ils rompent pas avec ces gens-là, mais l'Iran, ils veulent pas les laisser de côté. Bah, ça ouvre des espaces dans lesquels il y a une partie de l'équipe autour de Hollande qui veut s'engouffrer. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a des gens autour de François Hollande qui pensent que la France peut remplacer Israël, peut remplacer les États-Unis dans le cœur des Israéliens. Franchement, une partie d'entre eux, je pense, avec les tensions, qui peut y avoir avec l'administration Obama, avec la politique de l'administration Obama vis-à-vis de l'Iran, je pense qu'aujourd'hui, il y a je suis sûr, même pour en avoir parlé avec certains d'entre eux, qu'une partie de la diplomatie française et de l'entourage de Hollande pense que la France peut remplacer les États-Unis dans le cœur des Israéliens, de l'administration israélienne, devenir
le soutien et la politique de l'État français vis-à-vis du mouvement de solidarité avec la Palestine, vis-à-vis de BDS, vis-à-vis des manifestations sur Gaza, c'est pas juste des questions de politique intérieure, c'est aussi des signes. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en Israël. Ben oui. C'est une sorte de néo-monétisme. Oui, mais moi je pense que c'est quelque chose qui se discute aujourd'hui, cette attitude de la France. Il nous reste à peu près un quart d'heure. On peut prendre encore une ou deux volées de questions. Oui, alors il y a 2-3 ans, j'ai assisté à une conférence un peu de ce style dans une autre librairie qui s'appelle la librairie Résistance, et c'était Shlomo Sand qui présentait son livre. Alors Shlomo Sand, j'ai eu le malheur de prononcer son nom, j'ai participé à une autre réunion chez Bernard-Henri Lévy, bon c'était 12 balles dans la peau, enfin bref. Et alors Shlomo Sand, ce qui était très frappant, c'est que Shlomo Sand il présentait son livre, c'était son livre qui était « Comment j'ai décidé de ne plus être juif ». Alors la vision de Shlomo Sand, il a une vision, dans le fond, d'un État d'Israël qui ne serait plus, comme c'est le cas, un État racial, mais qui serait un État de tous ses citoyens. Et alors, mais ce qui était quand même très frappant, et ce qui est très flippant quand on est français, c'est qu'il y avait comme 2/4 de flics pour assurer sa sécurité. Alors, assurer sa sécurité contre qui ? D'ailleurs, la librairie en question, qui s'appelle Résistance, en fait, est dirigée par une personne qui est d'origine juive, d'ailleurs. Et qui s'est fait tabasser d'ailleurs. Et en fait, il y a comme une organisation qui s'appelle la Ligue de défense juive, qui est une organisation terroriste qui est interdite sur le territoire américain. Quel est le rapport avec la Réunion et quelle est votre question, s'il vous plaît ? Ça rejoint tout à fait ce que dit Madame. C'est la question de la violence. Disons que ce que disait Shlomo Sand, c'était qu'il faisait des conférences partout dans le monde et que c'était le seul pays où que pour cette conférence de son livre, il fallait assurer une très forte protection policière. Et que c'est quand même cette Ligue de défense juive, qui est une organisation théorique, je dirais, qui... Non mais laissez-moi terminer. Qui est interdite... Non mais attendez, qui est interdite aux États-Unis et en Israël, va s'entraîner au Krav Maga. Mais on connaît dans ça, le ministère de l'Intérieur. On n'est pas ici pour parler de ça. On n'est pas ici pour parler de ça. On est ici pour parler de ce qui se passe en Israël, entre Israël et les Palestiniens depuis le mois d'octobre. Shlomo Sand ne concerne pas cette histoire. Quand même. Madame Benbassa, mais si c'est exactement du même sujet, parce que Madame Benbassa parle quand même des pressions énormes. D'ailleurs, Pascal Boniface, qui est quand même un ami de Madame Benbassa, il a sorti un livre récemment qui énonce que la France est comme le seul pays où, dès qu'on parle de la question judéo-palestinienne, il y a une grande violence. Oui, voilà. Mais elle n'est pas physique. Ça n'est toujours pas de question. Est-ce qu'il y a une vraie question, s'il vous plaît ? Comme ça, enregistré, je Parce que si quelqu'un entend... On va prendre une question, on va répondre après. On répondra à plusieurs questions en même temps. Est-ce que vous êtes l'objet de pression, par exemple, dans le genre ? Non. Si, pression, mais morale, mais pas physique, franchement. Non. Ça m'étonnerait que Sand ait été obligé d'être défendu, protégé. La parole est à la salle. Moi, j'en aurais une plus par rapport à vos propos, quand vous disiez par exemple que les jeunes Palestiniens qui actuellement se révoltent n'auraient pas d'idéologie. En particulier parce que je suis allée en Cisjordanie, dans certains, notamment à Bethléem, ou les camps de Déiché, où les personnes, moi j'ai trouvé, de mon ressenti personnel, étaient très politisées. Et ma question, c'était plus par rapport au fait qu'il y a beaucoup de ces jeunes, j'ai l'impression, qui sont passés par la case prison, la case détention administrative. Est-ce que on ne peut pas considérer qu'en fait l'organisation ou l'idéologie viendrait en fait là et de la formation qui est reçue lors de ces années ou des mois passés en détention administrative par ces jeunes. Il y a d'autres questions, on va regrouper les questions maintenant. Une question ici. Bonsoir. Ma question, c'est plus pour savoir si vous êtes d'accord avec ce que je ressens, comment j'interprète les choses. J'étais en Palestine pendant 3 ans, je viens de rentrer il y a 15 jours. Et mon ressenti, c'était plus de voir, donc après ça, c'était quelque chose que j'avais vu et dont j'en avais parlé avec mes amis palestiniens qui datent d'avant le 1er octobre. Mais désormais, j'ai l'impression que c'est plus un affrontement entre Palestiniens
est également civil, israélien et colon, plutôt qu'avec une force d'occupation, l'armée israélienne, comme on a pu le voir par exemple durant la deuxième intifada. Alors, pour commencer par ça, moi, par provocation, je pourrais dire qu'il y a des aspects de guerre civile, sauf que c'est pas le même État. Voilà, et que ça pose toutes les contradictions de la situation, en vrai. Et ça pose les questions de, finalement, quel est le statut des colons ? Est-ce que c'est des civils au même titre que des gens qui seraient de l'autre côté de ce qu'on appelle la ligne verte, etc. Dans le discours, par exemple, de certaines organisations politiques palestiniennes, les colons sont assimilés à des forces d'occupation. Et c'est pas complètement fou, par ailleurs. C'est une occupation civile. Il y a l'occupation civile, il y a l'occupation militaire. Une occupation civile de gens armés. Et finalement, le problème qu'il y a derrière ça, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais c'est qu'il y a une militarisation de la société israélienne. Et donc, au bout d'un moment, entre le gars qui a un uniforme et qui a un checkpoint et le colon qui passe avec sa poussette et son M16 dans le dos, franchement, quand on est palestinien, on a face à soi deux occupants qui ont des armes. Et c'est pour ça que le distinguo n'est pas fait. Finalement, et je pense que ça dit des choses sur l'évolution de la situation et ça dit des choses sur les mutations de l'occupation et du rapport que la population palestinienne peut avoir à l'occupation, mais aussi sur les contradictions qu'il y a dans la société qui peut y avoir en Israël. Si tu as passé 3 ans en Palestine, tu as forcément été faire un tour à Hébron. Moi, je dois avouer que des fois, dans les rues d'Hébron, j'étais rassuré de voir des soldats israéliens. Et j'ai pas honte de le dire, parce que je me disais, si jamais on croise des colons un peu énervés, c'est pas que les soldats sont sympas, c'est des troupes d'occupation, mais on en est dans une telle situation, et je dis ça pour qu'on comprenne le ressenti des Palestiniens, c'est que par moment, ils vont pouvoir être rassurés, et c'est ça qui est terrible, tout le paradoxe et tout l'aspect contradictoire de la chose, rassurés de voir la présence de l'armée israélienne. Parce qu'ils sont menacés par des fous qui sont derrière. Alors c'est des cas marginaux, faut pas, évidemment, faut pas étendre ou couper la phrase et dire les Palestiniens adorent l'armée israélienne. Je n'ai pas dit ça et je ne le dirai pas, mais finalement ça montre par l'absurde le niveau de violence auquel ils sont confrontés, et ça permet de comprendre. Mais finalement, quand je finis par ce par quoi j'ai commencé, quand je disais par provocation, je pourrais dire que c'est une guerre civile, mais c'est qu'avec les formes de la colonisation, les populations sont tellement entremêlées l'une dans l'autre, que finalement c'est pas étonnant que ça se règle à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut quand même être bon quand on est en Cisjordanie sur les routes pour savoir... Là, attends, c'est colonie, c'est pas colonie, c'est village, c'est machin, ce bout-là, il est acquis, le champ, c'est... mais même les Palestiniens, ils savent plus, quoi. Où t'es, qui c'est, etc. Après, l'architecture est pas exactement la même. Disons que les colonies israéliennes se fondent un peu moins dans le paysage. Un côté un peu... c'est tombé de très haut, quoi, et boum. Et toute petite remarque, et je donne la parole ensuite. Moi, je ne suis pas sujet à des pressions en France, pour le dire clairement. Ni professionnel, ni personnel. Je n'ai pas de problème pour être invité dans des médias, des choses comme ça. Je pense qu'au cours des 2 dernières années, j'ai dû faire 150 réunions publiques, sans déconner en plus. J'ai jamais eu de soucis. Voilà. Donc je ne suis pas pour nier le fait qu'il existe des petits groupes un peu beaucoup énervé, entre autres la Ligue de défense juive qui fait beaucoup de bruit, mais je ne suis pas non plus pour accorder plus d'importance qu'ils n'ont à ces groupes-là, parce que plus on en parle, plus ça fait du bruit, et plus c'est ce qu'ils cherchent. Et très honnêtement, quand on regarde le bilan de ces dernières années, il y a eu des choses qui ont été faites par la Ligue de défense juive, et c'était juste de les dénoncer. Et il y a toute une campagne consistant à demander leur dissolution, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le truc inverse non plus, c'est-à-dire de ne pas penser qu'on vit dans un pays où régnerait une terreur qui interdirait à quiconque de défendre les droits des Palestiniens, parce que c'est pas vrai. Voilà. Il y avait la question juste en face de nous sur le rôle des prisons.
Oui, alors... j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'idéologie. Mais par contre, je fais le distinguo quand même entre les jeunes très jeunes, entre 13 et 18 ans, qui vont au carton, et ce qu'il peut y avoir en Cisjordanie, où c'est des manifestations, où là c'est un peu plus coloré politiquement quand même, y compris c'est des gens qui peuvent être un peu plus âgés, etc. Et il y a un jeune de Déchet qui s'est fait tuer il y a 3 semaines, un autre qui s'est fait tuer ce matin, si je ne me trompe pas. Il y a 3 semaines, c'est Motaz, il avait 27 ans. C'est-à-dire que c'est pas il a fait de la prison, il a fait ceci, il a fait cela. Et donc là, on est dans un truc où il y a une combinaison d'actions politiques un peu traditionnelles, pas très encadrées par ailleurs, où on retrouve les forces, mais ça c'est plutôt en Cisjordanie. Mais par contre, à Jérusalem, Jérusalem, c'est le désert en termes de force politique. Parce qu'elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit, tout simplement. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'idéologie, mais par contre, il n'y a pas d'encadrement idéologique. Ce qui est différent. Oui, mais il ne faut pas faire, s'il vous plaît, des confusions. Notre ami se promène, vous savez, dans les restaurants et tout, sans avoir derrière lui la police qui le protège. Moi non plus, franchement, non. Mais qu'il y ait des pressions diplomatiques, morales, psychologiques, tout ça existe. Monsieur Saling n'étant pas juif, je ne sais pas, peut-être il l'est, hein, ça m'est égal d'ailleurs, mais moi, ou quelqu'un d'autre, je vois pas tous les visages ici, qui appartient à une communauté sans appartenir, parce que moi, je ne sais pas, moi je n'appartiens à rien, et je ne suis pas religieuse non plus, sera plus sous la pression que Monsieur Saling. Enfin, c'est pas pour vous. Non. Alors voilà. Non, mais ça c'est important. Où on va, Monsieur Saling, le jour où il va dire une phrase qui irait à l'encontre, disons, de ce qui est admis, et là, on va l'attraper. C'est ce qui est arrivé à d'autres. Mais si, après, on connaît ce qui est arrivé à d'autres qui vont être traités d'antisémites, etc. Aujourd'hui, être antisémite, être traité d'antisémite, c'est commettre lépreux. Dans le passé, hein, ça revient à la même chose. Moi, je fais une distinction entre ceux qui défendent la cause palestinienne avec des arguments et qui ne sont ni antisémites ni rien. Mais qu'il y ait des antisémites aussi parmi ceux qui défendent la cause palestinienne, ça existe aussi. Je ne sais pas, j'ai pas fait de sondage. Mais monsieur, ne confondez pas, s'il vous plaît, la Ligue de défense juive. Et je tiens à vous dire qu'il y a 6 mois, j'ai fait une question écrite au ministre pour demander la dissolution. On ne m'a jamais répondu. On revient à ce que j'ai répondu à monsieur, là, qui a posé la question diplomatique. Il y a des choses dont il vaut mieux ne pas s'en occuper. C'est pour des raisons tout à fait probablement d'ordre psychologique. On ne va pas toucher, créer un problème. Il ne faut pas qu'on ait des ennuis. Après, on recevra le président de la communauté, le CRIF, etc. Vous voyez, c'est des considérations nombreuses dont je ne connais pas les fondements. Mais il y aura ça. Donc, le ministre qui est tenu de répondre à une sénatrice sur une question écrite, aujourd'hui, elle était tombée caduque parce qu'elle avait dépassé le nombre de mois pendant lesquels le ministre est tenu de répondre. Donc, on a refait la question. Mais ce n'est pas en France, la Ligue de défense juive n'est pas un mouvement terroriste. Alors, ne faisons pas non plus des amalgames. C'est un groupe violent d'intervention qui pense qu'il va défendre les juifs qui seraient en danger, liés à l'extrême droite historique, juive, oui, au Likoud, etc. Mais attention, ne tombons pas dans tout cela parce qu'à ce moment-là, nous n'aurons pas d'arguments. Dès qu'il y a confusion, les arguments de défense de la cause palestinienne, etc., tombent à l'eau.
Parce qu'immédiatement, on vous trouvera... et on dira que vous avez fait une faute en traitant, en faisant de la Ligue de défense un mouvement terroriste, puisque au niveau du droit, le terrorisme répond à certains critères. Vous voyez ? Voilà. Je voulais vous dire, et puis voilà. Et ne vous inquiétez pas pour notre ami commun, ni pour Boniface, ni pour d'autres. Il se défend très bien. Merci. Sur ces paroles rassurantes, je vous signale qu'il est 20h30 et nous sommes au bout de notre soirée. Merci à tous pour votre participation et merci de votre attention. Et merci aux deux invités pour leur présence. Merci à toi.